Alors, on continue toujours dans cette partie de cours de dosimétrie. Ça, c'est la deuxième partie. Alors, on voit ici la dose transférée, c'est ce qu'on appelle le karma. On a parlé déjà dans la première partie de la dose absorbée. Maintenant, on parle de la dose transférée, qui est le karma. Alors, le karma, c'est l'énergie cinétique. Bon, le karma, ça vient dans son nom en anglais, mais en français, c'est l'énergie cinétique déposée par unité de masse. Ça, c'est l'énergie déposée par unité de masse. Déposée, hein, c'est pas absorbé. On vous dit, au cours de la radiation, des photons entrent dans la sphère avec une énergie E de E, donc ça c'est l'énergie entrante, et d'autres en sortent après avoir eu des interactions, après avoir eu ou non, après qu'il y a eu d'interaction ou qu'il n'y a pas eu d'interaction, des interactions avec une énergie E de S. Donc il y a des énergies qui entrent avec E de E, ils sortent avec E de S. L'énergie transférée dans la sphère, celle qui reste dans la sphère, pas forcément celle qui est absorbée, mais celle qui reste dans la sphère, est alors E de K est égal à E de E moins E de S. Donc ça c'est l'énergie entrante, ça c'est l'énergie sortante. On définit le karma comme cette énergie transférée dans un élément de volume de masse. C'est ce qu'on a déjà dit dans la première partie où nous avons pris cet exemple. Donc ça c'était par exemple les rayonnements entrantes, les rayons entrants dans la matière. Donc les rayons, ils ont pénétré dans la matière. Donc tout ça, c'est l'énergie transférée. Tout ça, c'est l'énergie transférée. Elle est la première, elle est la deuxième. Vous voyez ici, bon, c'est caché par la matière. Ou elle est la troisième. Donc trois rayons. Il y a trois rayons qui ont pénétré dans la matière. Et là, vous voyez, mais il y a seulement par exemple, vous faites pénétrer trois rayons dans la matière, il y a peut-être une qui est restée dans la matière sans être absorbée, il y a une qui a été absorbée, il y a le troisième qui est entré mais elle est sortie. Donc là, on va mettre 3 moins 1. Ça fait deux rayons qui sont restés dans la matière. Mais de ces deux rayons, une seulement qui a été absorbée. Ça, juste pour vous montrer la différence entre transféré et absorbé. Donc, vous faites pénétrer trois rayons, une qui sort, donc les deux rayons qui ont pénétré dans la matière, une des deux a été absorbée par l'électron. Donc, on va dire un rayonnement a été absorbé, et c'est ça l'énergie absorbée. Mais par contre, l'énergie transférée, c'est 3 moins 1, donc 2. Donc, il y en a deux doses, si on peut dire, une dose transférée et une dose absorbée. La transférée, elle est égale à E de S, est égale à E de E moins E de S, l'entrante moins la sortante. Et maintenant, on définit le karma. Le karma, c'est quoi? C'est l'énergie E de K, qui est la différence entre les deux énergies, sur la masse de la matière, bien sûr. Elle est égale à joule par kilogramme, pardon, exprimée en joule par kilogramme, ou bien en système CGS, vous l'exprimez en R par gramme. Alors, vous voyez le R, on le prend avec centimètre ou bien on le prend avec gramme. Ça dépend de ce qu'on veut calculer, parce que c'est le système CGS. Donc, je répète, le karma, c'est l'énergie transférée sur la masse. On vous dit la quantité d'énergie transférée dépend de l'énergie des photons, donc ça dépend de l'énergie des rayonnements, et de la nature de l'absorbant. L'absorbant, c'est la matière. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va absorber beaucoup de rayonnements ou bien elle va absorber juste une partie de ces rayonnements. Ça dépend de la matière. Et donc, l'énergie transférée, elle dépend de ces deux éléments des photons, de l'énergie des photons et de l'absorbant. Si l'on suppose que l'énergie E des photons suit une loi d'atténuation exponentielle, c'est-à-dire la loi d'atténuation exponentielle, on l'a vu dans le chapitre de l'interaction rayonnement-matière. On a vu là, on avait vu l'atténuation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, c'est cette formule-là. La formule, vous vous rappelez de ce schéma-là, on avait vu déjà ce schéma. C'est les rayons qui arrivent à la matière, donc ce qu'on appelle les rayonnements transférés. On a regardé ce rayonnement a été absorbé en totalité. Celui-là, il est sorti sans faire de réaction, donc sans être absorbé, alors que celui-là, il fait une interaction ici, et généralement l'interaction elle est faite avec le noyau, et là, on voit une déviation. C'est-à-dire l'atténuation, vous vous rappelez de ça, l'atténuation dans la matière. Et on l'a exprimé comme ça. On disait E est égal à E0 moins mu fois X. Mu, c'était le coefficient d'atténuation. Le coefficient d'atténuation, ça c'était l'atténuation à l'intérieur de la matière. L'équation qui représente l'atténuation à l'intérieur de la matière. Et le coefficient d'atténuation. Alors ici, vous avez la dérivée, vous mettez dE sur E. Donc la dérivée, ça va faire... donc là, vous voyez l'équation, elle est écrite comme ça. La dérivée delta E, c'est quoi? C'est E0 moins mu fois delta X, E moins mu fois X. Donc ça, c'est la dérivée normale qu'on connaît en maths. Donc ça va faire, E0 moins E moins mu de X, ça donne E. Ça donne E, parce que E, c'est ça.
Donc, fois moins mu fois delta x. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste dérivé, la dérivée qu'on connaît, la dérivée mathématique. Donc après, vous mettez delta E, si vous mettez delta E par exemple sur E, il vous reste moins mu fois delta x. Vous mettez delta E sur E, il vous reste moins mu fois delta x. C'est ce que vous voyez ici. C'est ce que vous voyez dans le cours. Là, regardez, vous mettez delta E sur E, vous voyez votre moins mu fois delta x. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va juste diviser et multiplier par ρ. Donc là, ça fait moins mu sur ρ. On a divisé et multiplié, ça on peut le faire. Moins mu sur ρ fois ρ, delta x. Le delta n, c'est-à-dire la masse, une petite masse, on a pris une petite masse. La masse toujours égale à la masse volumique. C'est-à-dire ρ, c'est la masse volumique. C'est égal à la masse volumique fois le volume. Toujours, la masse, elle est égale à la masse volumique fois le volume. On sait que le volume, c'est la surface fois la largeur ou bien fois l'épaisseur. Ça dépend ce qu'on va faire. C'est la surface fois la largeur ou bien fois l'épaisseur. La largeur, pour nous, la largeur, elle présente en vérité ce chemin. Voilà. C'est-à-dire ce chemin traversé par les particules, par les photons. C'est le chemin. On peut dire aussi comme étant la largeur ou comme étant l'épaisseur. C'est d'abord ce qu'on veut calculer. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a mis delta E sur delta M, delta E sur delta M. Bon, alors delta E, mais il devient quoi? Il devient E fois U fois mu sur ρ fois ρ delta x. Il devient E fois mu sur ρ delta x, bien sûr avec le signe moins que vous voyez ici. Moins mu sur ρ, E, ρ delta x. Delta M, c'est quoi? C'est ρ ds dx. Vous le voyez ici, ρ ds dx. On simplifie le dx et le ρ avec ρ. Il nous reste dE sur dn, c'est moins mu sur ρ, E ds. Ou bien un, ça ne dérange pas. Ça dépend si vous voulez pas juste prendre une partie ou là vous voulez prendre l'ensemble. Maintenant, elle est égale à quoi? Elle est égale à mu sur ρ fois fr. Pourquoi? Parce que fr est égal à E sur S. Vous voyez les formules que nous avons vues dans le cas des grandeurs énergétiques et des grandeurs particulières. Vous trouvez que fr, elle est égale à E sur ds. E sur ds. Là, on l'a vu dans le cas du poste des grandeurs énergétiques, l'influence énergétique. Donc, c'est E sur ds. Maintenant, ce qui disparaît, c'est le signe moins. Le signe moins, là, soit quand vous écrivez FR, vous l'écrivez en valeur absolue, ou bien, parce qu'on a le signe moins ici, c'est un signe mathématique. Ce qui nous intéresse, c'est le côté physique. Le signe moins, là, il ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que l'influence particulière, l'influence énergétique ne peut pas être négative. Elle est toujours positive. Donc le signe, soit vous mettez ici une valeur absolue, vous pouvez la mettre, comme vous pouvez négliger le signe. Il n'a aucun sens. Il n'a pas de sens physique, il a un sens mathématique. Mais ce qui nous intéresse, c'est le sens physique. Donc finalement, vous avez delta E sur delta M, elle est égale à mu sur ρ fois FR. Donc là, delta E sur delta M, c'est comme si vous avez pris E sur M. C'est comme si vous avez pris l'ensemble. Là, vous êtes en train de prendre une petite partie, mais là, vous prenez l'ensemble. Maintenant, c'est que le karma, c'est E de K sur M, c'est-à-dire c'est mu sur ρ fois F de R. C'est mu sur ρ fois F de R. Et vous le voyez ici. Le karma, c'est mu sur ρ fois F de R. C'est la formule qui sera la plus utilisée. On utilise beaucoup plus cette formule dans le cas de calcul de karma que cette formule-là. On utilise mu sur ρ fois F de R. Mu, c'est le coefficient d'atténuation de la matière. Ρ, c'est la masse volumique de la matière. Ça, c'est le coefficient d'atténuation de la matière. Ça, c'est la masse volumique de la matière. Bien sûr, ça concerne les rayonnements. Ça concerne le rayonnement énergétique, c'est-à-dire. Ça concerne les rayonnements. Maintenant, on vous dit pour deux milieux différents irradiés par le même rayonnement, on aura. Alors ça, c'est le karma du premier milieu, ça c'est le karma du deuxième milieu. C'est normal, on va utiliser le coefficient d'atténuation du premier milieu sur la masse volumique du premier milieu et le coefficient d'atténuation du deuxième milieu sur la masse volumique du deuxième milieu. Mais le F de R est le même. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé les mêmes rayonnements. Parce que le F de R, il a un rapport avec les rayonnements. C'est l'affluence énergétique. Donc ça concerne les rayonnements. Donc F de R et F de R, on pourra les simplifier. Et là, on aura le rapport suivant, Ka sur K2, c'est mu sur R pour le premier milieu et mu sur ρ pour le deuxième milieu. Pardon, mu sur ρ pour le premier milieu et mu sur ρ du deuxième milieu. C'est-à-dire le coefficient d'atténuation sur la masse volumique du premier milieu sur le coefficient d'atténuation sur la masse volumique du deuxième milieu. Alors, on vous dit ici, le karma n'est pas une quantité mesurable, mais est calculé par rapport à un milieu de référence qui est l'air. Alors, le karma, on ne peut pas dire par exemple, le karma d'un milieu, on dit par exemple, il est égal à 100. On ne peut pas juger si c'est beaucoup ou c'est faible. On ne peut pas dire c'est beaucoup ou c'est faible. Il faut toujours la comparer à un autre karma, qui est le karma de l'air.
Si par exemple le karma de l'air est de 34, par exemple il est de 40, et que je trouve un karma de 100, je vais dire ça c'est un karma élevé. Pourquoi? Parce que par rapport à l'air, il est supérieur. Si au contraire je trouve un karma qui est égal à 20 ou à 10, je dirais qu'il est faible. Pourquoi? Parce qu'il est plus faible par rapport à celui de l'air. Donc toujours, le karma, il est mesuré par rapport à un autre milieu qui est généralement l'air. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on vous a donné ce rapport, parce que souvent vous allez trouver le cas A, le cas A, le karma de l'air que vous voulez calculer son karma, pardon, le karma du milieu dont vous voulez calculer sa valeur, et celui-là généralement c'est le karma de l'air. Bien sûr, des fois il est donné, sinon on vous donnera les moyens pour le calculer. Alors ça c'était le karma ou bien la dose transférée. Ça aussi c'est un point très important dans la dosimétrie. Alors maintenant, on va parler de l'équilibre électronique. Alors l'équilibre électronique, on parle d'un équilibre électronique quand la dose absorbée, elle est égale à la dose transférée. Ça veut dire la dose transférée, la dose qui a été transférée à la matière, elle a été absorbée en totalité. Ça veut dire que la dose qui a été transférée à la matière, elle a été absorbée en totalité. Ça veut dire que la dose absorbée est égale à la dose transférée. Et c'est là qu'on a l'équilibre. Alors, pour ça, il faut des conditions. Quelles sont ces conditions? On vous dit, on constate l'égalité, pardon, on constate que l'égalité est vérifiée si. Alors, si, par exemple, vous avez le delta M, ce delta M que vous voyez représente un petit élément situé au sein de la matrice totale de l'absorbant. C'est-à-dire, si vous avez la matière, si vous avez par exemple la matière, ça c'est la matière, ça c'est la matière. Donc là, vous avez la matière. Alors, on va voir est-ce que le schéma est là. Voilà, tout ça c'est la matière. D'accord? Vous voyez tout ça, c'est la matière. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des petites parties à l'intérieur de la matière. Des petites parties, ça c'est pas l'atome, c'est une partie à l'intérieur de la matière. On ne peut pas appliquer, c'est-à-dire quand la matière elle a une masse très élevée, on ne pourra pas parler d'un équilibre électronique. On parle d'un équilibre électronique dans des petites masses. Dans des petites masses. C'est là qu'on parle d'un équilibre électronique. On va voir ça veut dire quoi l'équilibre électronique. Donc là, on vous dit, il faut que le delta M, la masse soit petite. Donc c'est des petites masses. On vous dit la masse totale de l'absorbant, de la matière qui va absorber. Après, on vous dit si l'épaisseur de la matière irradiée, l'épaisseur de la matière irradiée est inférieure au libre parcours moyen des photons. La matière irradiée, ils sont en train de parler, de ça, oui, de ça. Je veux éradier cette partie seulement. Je parle de cette partie-là. Il faut que son épaisseur, l'épaisseur c'est l'ordre, son épaisseur, il faut qu'il soit inférieur au libre parcours moyen. Le libre parcours moyen, ça veut dire quoi le libre parcours moyen? C'est que quand un électron, par exemple, un électron il existe dans la matière, l'électron, quand il sera libre, il va créer ou bien il va faire une interaction avec un autre électron. Il va faire une interaction avec un autre électron. Là, peut-être, attendez, je vais voir. Voilà, par exemple, à l'intérieur de la matière, vous avez cet électron, regardez, vous avez cet électron, un électron qui va faire une interaction avec cet électron. Donc, un électron de là à là, avant de faire la première interaction, entre une interaction et une autre interaction, il va parcourir un certain chemin. Et dans ce chemin, il ne fera aucune interaction. L'électron, il ne fera aucune interaction. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit le libre parcours, parce qu'il est libre. Il ne va pas faire d'interaction jusqu'à la deuxième interaction. Entre la deuxième et la troisième interaction avec le chemin, on l'appelle le libre parcours. C'est un libre parcours, là où il n'y a pas d'interaction. Donc, l'interaction entre électron et électron, ça veut dire là, ils sont en train de vous dire, que le libre parcours moyen, regardez, ils vous disent que le libre parcours, que l'épaisseur de la matière que vous voulez éradier, il faut qu'il soit inférieur au chemin existant entre deux interactions. Il faut qu'il soit inférieur au chemin existant entre deux interactions, entre deux électrons, bien sûr. Donc là, ils vous disent, bon, ils prennent la valeur moyenne, ils vous disent le libre parcours moyen, parce que généralement, on prend la valeur moyenne parce qu'on n'a pas la valeur exacte. Quand on veut calculer, par exemple, on fait ça. Donc, l'électron va faire sa première interaction avec cet électron, il va le faire avec un deuxième électron, avec un troisième électron. Donc ça, c'est le premier chemin, et ça sera ça le deuxième chemin, et ça sera ça le troisième chemin. On prend la somme, à peu près une moyenne, on divise par 3 pour trouver à peu près le libre parcours moyen de cet électron égal à quoi?
parce que le premier électron et le deuxième électron, et entre deuxième et troisième électron, la distance n'est pas la même, n'est pas forcément la même. C'est pour ça qu'on prend pour la première interaction le premier chemin, la deuxième interaction le deuxième chemin, la troisième interaction le troisième chemin. Et là, vous divisez par 3. Donc il faut que l'épaisseur, vous voulez éradier ça, il faut que l'épaisseur de ça soit inférieure au libre parcours moyen entre la première interaction et la deuxième interaction. Ça, c'est la deuxième condition. Ça, c'est la deuxième condition. Ils vous disent la troisième condition qui est la plus importante, mais surtout on se base sur cette condition ou bien sur la première condition. La deuxième condition, bon, et le L qui sont en train de présenter ici, c'est ça le libre parcours, c'est ça la longueur du chemin, mais de la première et la deuxième interaction, entre la deuxième et la troisième interaction, troisième et quatrième interaction, tu as l'électron bien sûr. Donc là, ça c'est la longueur du chemin. Et vous avez un tiré dessus, c'est pour vous dire la valeur moyenne. C'est-à-dire à peu près égale à. D'accord? Donc elle est égale à 1 sur mu. Mu, c'est le coefficient d'atténuation de la matière que vous allez éradier. De la matière que vous allez éradier. La troisième condition, il faut que l'énergie des photons, ou bien des gamma, c'est-à-dire les rayonnements que vous avez envoyés, il faut qu'elle soit inférieure à 3 mégaélectrons. Donc les conditions, c'est quoi comme condition pour avoir l'énergie, pour avoir l'équilibre électronique, il faut que la matière que vous avez choisie, il faut qu'elle ait une masse très petite. Il faut que l'interaction, le chemin entre l'interaction de ces électrons, l'interaction, il faut que l'épaisseur soit inférieure au chemin qui existe entre les électrons existants dans cette matière. Et il faut aussi que les rayons qu'on a envoyés vers cette matière, avec lesquels on va éradier cette matière, il faut que leur énergie soit inférieure à 3 mégaélectronvolts. Alors là, on atteint un régime particulier appelé équilibre électronique. S'il y a compensation entre l'énergie transférée dans la sphère et absorbée en dehors, et l'énergie transférée dehors et absorbée dedans. C'est-à-dire que les électrons secondaires sortants sont compensés par des électrons secondaires entrants. On a alors l'égalité suivante. Alors, là, pour comprendre ce paragraphe, on va voir le schéma. Alors, supposons que vous en avez choisi, ça c'est la première sphère et ça c'est la deuxième sphère. Alors, vous voulez éradier cette sphère et vous voulez savoir est-ce qu'on a un équilibre électronique ou non. Alors, cette sphère, elle va recevoir des rayonnements. Donc, elle va recevoir de l'énergie transférée. Elle dit c'est de l'énergie transférée. Cette énergie, elle va entrer dans la sphère et elle va être absorbée, va peut-être être absorbée par les électrons, c'est possible que ce soit les deux rayonnements, c'est possible que ce soit un seul rayonnement. Donc elle va être absorbée par les électrons. Alors cet électron, qu'est-ce qu'il va faire quand il va absorber cette énergie? Il va se déplacer dans la matière, dans cette partie-là, il va perdre une certaine partie de cette énergie qu'il a absorbée, et la deuxième partie, il va en sortir avec EC, c'est-à-dire il fait sortir une certaine énergie en dehors de la sphère. Donc, l'énergie absorbée à l'intérieur de la matière, et l'énergie sortante de la matière, qui est sortie de la matière. C'est pour ça on vous dit, on atteint un régime particulier, appelé équilibre électronique, s'il y a compensation entre l'énergie transférée dans la sphère et absorbée en dehors. Donc, c'est l'énergie transférée dans la sphère et absorbée en dehors. Pourquoi? Parce que donc, l'énergie que vous êtes en train de voir ici, elle va être absorbée par la deuxième sphère. Elle est venue de la première sphère vers la deuxième sphère. C'est une énergie qui va être absorbée par la deuxième sphère. Et là, c'est la même chose. Vous voyez pour la deuxième sphère, il y a des rayons qui vont arriver, donc c'est de l'énergie transférée. L'électron, il va prendre une partie, il la cède au milieu, et il sortira avec une deuxième partie. Et cette énergie avec laquelle il est sorti, elle va se diriger vers quoi? Elle va être émise, elle va se diriger vers la première sphère. Donc, la sphère, elle a pris une partie de l'énergie qu'on lui a envoyée et elle a donné une autre partie à la deuxième sphère. Donc, c'est une énergie, c'est ce qu'on dit, regardez, ils vous disent ici, l'énergie transférée dans la sphère, ça c'est l'énergie transférée dans la sphère, et absorbée en dehors. Donc, ça c'est la partie qui a été absorbée en dehors. Elle a été absorbée en dehors de la sphère. Et l'énergie transférée dehors, l'énergie, elle est transférée dehors par rapport à cette énergie. Elle est considérée comme une énergie transférée, mais elle est transférée en dehors de la première sphère. Ou l'énergie, elle est considérée transférée par rapport à la deuxième sphère. Donc là,
est transférée en dehors et absorbée dedans. Donc, c'est-à-dire que l'énergie que la première sphère elle a perdue, il faut qu'elle soit égale à l'énergie qu'elle a gagnée. Ça, c'est l'énergie transférée, je répète, ça, c'est l'énergie transférée. Elle est entrée dans la première sphère. Une partie, elle a été absorbée, une partie, elle a été donnée au milieu extérieur. Donc, cette sphère-là, la première sphère, elle a perdu une partie. Maintenant, la deuxième sphère, on lui a donné une certaine énergie. D'accord? Donc, c'est l'énergie transférée par rapport transférée à la deuxième sphère. Elle a pris une partie et elle a donné une partie à le milieu extérieur. Le milieu extérieur, c'est-à-dire qu'elle l'a donné à la première. Qui veut dire que l'énergie perdue par la première sphère elle est égale à l'énergie gagnée. Et l'énergie perdue par la deuxième sphère est égale à l'énergie gagnée. C'est pour ça qu'après ils vous disent, c'est pour ça après qu'ils vous disent ça, ils vous disent que, c'est-à-dire que les électrons secondaires sortants, les électrons qui sont sortis de la première sphère avec leur énergie cinétique, sont compensés par des électrons entrants, secondaires entrants, avec leur énergie cinétique. Donc l'énergie, c'est-à-dire les électrons sortants est égale aux électrons entrants, et leur énergie aussi sont égaux. Là seulement, on peut parler d'un équilibre électronique. C'est ici qu'on peut parler d'un équilibre électronique. Et on nous dit, on a alors l'égalité stricte entre karma et la dose absorbée. Donc là, vous voyez D2 et D1. Donc c'est la dose absorbée, ça c'est la dose absorbée par la deuxième sphère sur la dose absorbée sur la première sphère. C'est égal le karma de la deuxième sphère sur le karma de la première sphère. Et bien sûr, le karma est égal à mu2 sur ρ, 2 est égal à mu1 sur ρ. Donc c'est ça l'équilibre électronique, c'est l'énergie perdue égale à l'énergie gagnée. Mais seulement c'est pour des petits, ça on peut l'avoir, on peut avoir ce cas-là quand on a des petites, un petit volume, c'est-à-dire une petite masse. Des petites sphères, si vous voulez, où la masse, la matière qui reçoit le rayonnement, elle est de dimension faible. Après ça, vous avez l'exposition. Alors l'exposition, on vous dit, on appelle exposition X l'énergie déposée dans le milieu ou le nombre d'ionisations créées dans la matière par unité de masse. Alors l'exposition généralement, c'est le nombre d'ionisations créées. Parce que quand on va envoyer de la lumière à la matière, c'est sûr qu'avec la matière, elle va créer des atomes ionisés, c'est-à-dire elle va libérer des électrons, donc il y a des ionisations, il y a des atomes ionisés. C'est pour ça qu'on dit l'énergie déposée dans le milieu ou le nombre d'ionisations. Cette énergie qui est déposée dans le milieu, elle va nous créer des ionisations créées. Donc l'exposition, c'est ça. Alors l'exposition, c'est la charge. C'est la charge de ces ions. C'est la charge de ces ions sur la masse de la matière. On va voir la charge, elle est égale à quoi? Sur la masse de la matière qui a reçu avec l'énergie, avec les rayonnements. Alors, on vous dit comme exemple d'ionisation, on a oméga T, donc ça c'est la valeur moyenne, c'est l'énergie d'ionisation. On écrit toujours avec le trait. Pourquoi? Avec l'énergie d'ionisation, pourquoi? Pour dire la valeur moyenne, parce qu'on n'a pas vraiment la valeur exacte. On vous dit c'est l'énergie, c'est nécessaire pour créer une paire d'ions. Oméga T, c'est l'énergie qu'il faut pour créer une paire d'ions, c'est-à-dire zouch, deux ions. Une paire d'ions, c'est deux ions. C'est l'énergie qu'il faut pour créer deux ions. Maintenant, on vous dit, alors dans l'air, l'énergie qu'il faut, c'est 34 électronvolts. C'est-à-dire, pour ioniser deux atomes dans l'air, il nous faut une énergie de 34 électronvolts. Ça veut dire ça. Elle veut dire ça. Elle veut dire pour avoir deux atomes ionisés dans l'air, ou bien pour ioniser deux atomes dans l'air, il vous faut 34 électronvolts. Une énergie de 34 électronvolts. Alors, on vous dit le nombre moyen de paires d'ions créés par l'énergie transférée par les photons ou bien énergie cinétique, c'est la même chose. Énergie transférée d'énergie cinétique, c'est la même chose parce qu'avec l'énergie cinétique, elle va se transformer en énergie, l'énergie transférée, elle va se transformer en énergie cinétique qui sera gagnée par les électrons. Parce que si on dit ionisation, ça veut dire qu'on est en train de dire un électron de libre. Donc, l'énergie transférée par les photons ou bien énergie cinétique, exprimée EC, acquise par les électrons cibles. Alors M, c'est le nombre de paires d'ions. Le nombre de paires d'ions, le nombre moyen de paires d'ions est égal à l'énergie transférée, l'énergie que nous avons donnée à la matière, sur l'énergie qu'il faut pour ioniser une paire d'ions. Ça, c'est l'énergie qu'il faut pour ioniser une paire d'ions. Ça, c'est l'énergie totale. Quand on divise le total sur le particulier, on aura le nombre. Le nombre de paires d'ions. Je répète, le nombre de paires d'ions. Ça, c'est l'énergie transférée.
Ça, c'est l'énergie qu'il faut pour ioniser une paire d'ions. Alors, l'énergie transférée ou l'énergie cinétique, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que l'énergie transférée à la matière, avec l'électron, il va prendre une toute petite partie pour se libérer, et la majeure partie, il va la prendre comme énergie cinétique. C'est pour ça qu'il y a des moments où ils sont presque égaux. Ils ne sont pas égaux comme ça, égalité directe, c'est-à-dire presque égaux. Mais comme l'électron va prendre une faible énergie pour se libérer, pour casser sa liaison avec l'orbite, et tout le reste, il va le prendre comme étant énergie cinétique, et donc on peut prendre l'égalité. Vous voyez maintenant, on vous dit la charge moyenne totale que vous voyez ici, libérée par chaque signe d'ion, plus ou moins, donc là il part de, parce que si on a un plus, on a un moins. J'ai un électron qui est signe moins et j'ai un ion qui est signe plus, est égal à 1 E. Donc la charge totale, c'est quoi? C'est le nombre, la charge c'est quoi? C'est le nombre d'ions, le nombre de paires d'ions, pardon, fois la charge. Le nombre de paires d'ions fois la charge qui est E. C'est ça la charge totale. Quand on est en train de parler, la charge totale, c'est le nombre total fois la charge. Bon, la charge, on sait très bien qu'elle est égale à 1,6 fois 10 plus moins 19 coulombs. Alors maintenant, la charge totale, c'est N fois E. On sait que N, c'est EC sur l'énergie de paire d'ions fois E. Donc ça, c'est la façon de calculer la charge créée dans la charge créée, c'est-à-dire quand on dit charge créée, soit qu'on parle du nombre d'électrons libérés, ou bien le nombre de paires, ou bien le nombre d'atomes ionisés. Et on ne parle pas d'un seul atome, mais on parle de paires, parce qu'il y en a tellement d'atomes ionisés qu'on préfère prendre les choses en paires, on ne les prend pas en atomes comme ça. Donc ça, c'est la charge, c'est-à-dire la charge créée dans la matière. Maintenant, donc l'exposition qui est égale à Q sur M, qui est égale à la charge totale sur la masse, elle sera égale à E, E que vous voyez ici, sur EC, sur WI, sur la masse. Pourquoi? Parce que la charge, c'est ça, donc on a juste remplacé. Maintenant, c'est E sur WI, on sait que EC sur M, c'est le karma. EC sur M, c'est le karma. Donc, soit vous mettez exposition est égale à E sur WT sur karma, WT, donc vous voyez ici, c'est l'énergie, on a dit l'énergie pour ioniser une paire d'ions. Et ça, c'est le karma, et ça, c'est la charge. Donc ça, c'est l'exposition. Bon, maintenant, la partie, je sais que c'est une partie qui est assez difficile, l'origine. Je vais essayer de l'expliquer, mais je vous dis, elle ne sera pas inclue dans le... je vais l'éliminer du cours, parce que demande une explication bien détaillée. Et là, comme on ne peut pas la détailler comme ça sur un vidéo. Mais je vais quand même vous donner une idée sur l'origine. Donc, alors, l'origine, on vous dit une exposition est égale à un origine. Ça veut dire quoi? Alors, ils vous disent si les électrons mis en mouvement dans un centimètre cube d'air, les électrons mis en mouvement dans 1 centimètre cube d'air, cet air est pris dans les conditions normales de température et de pression. Ça, vous connaissez déjà. Donc, c'est température normale c'est 25 degrés Celsius. La pression, c'est la pression, vous connaissez, je pense, en atmosphère. Les conditions qu'on a l'habitude d'utiliser dans les laboratoires. Bon, ça, c'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est ça, c'est les électrons. Et alors, vous dites si les électrons mis en mouvement, c'est-à-dire les électrons qui ont été libérés dans 1 centimètre cube d'air, je parle bien de l'air, pas n'importe quelle matière, donc dans 1 centimètre d'air, pardon, créé dans l'air par ionisation tout au long, ou bien écrit dans l'air par ionisation tout au long de leur trajectoire, une quantité d'électricité de charge de chaque signe égale à une unité électrostatique. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de vous dire que l'exposition est égale à 1 Roentgen si les électrons qu'on a créés dans un 1 centimètre cube d'air, c'est-à-dire dans un volume d'air qui est égal à 1 centimètre cube. Je répète, si les électrons qu'on a créés dans un volume d'air qui est égal à 1 centimètre cube, ils arrivent à créer une quantité d'électricité est égale à une unité électrostatique. Dans ce cas-là, on a l'exposition qui est égale au Roentgen. Je répète, si vous avez un volume d'air qui est égal à 1 centimètre cube, où les électrons que vous avez créés, c'est-à-dire que vous avez libérés dans ce volume, ils arrivent à nous donner une quantité d'électricité, ou là, à créer une quantité d'électricité est égale à une unité électrostatique,
ça veut dire qu'on peut dire que l'exposition est égale à Rj, ou bien à un Rj. Donc, je ne sais pas si c'est devenu clair pour vous ou non. Alors, l'essentiel, là, il y a un petit détail, c'est dans une petite explication, une petite démonstration. Là, on vous dit un colombe est égal à, alors, c'est une donnée, 1,6 fois 10 plus ou moins 19 colombes est égal à 4,8 fois 10 plus ou moins 10 unités électrostatiques. Unité électrostatique. Alors, ça veut dire que unité électrostatique est égale à quoi? Est égale à 1 sur 5. Donc, alors, vous pouvez le faire parce que vous pouvez mettre juste la règle de 3. Vous avez ça, colombe qui correspond à 100 en unité électrostatique. Si vous mettez là unité électrostatique, vous mettez x ici. Donc, ce x est égal à quoi? C'est égal à 1 fois ça divisé par ça. Donc, Hadi, c'est la charge. Hadi, ça veut dire quoi? Ça veut dire une unité électrostatique. Une unité électrostatique, elle est créée par 2,082 fois 10 puissance 9 charges. 2,082 fois 10 puissance 9 charges, ils vont nous créer une unité électrostatique. Ça veut dire ça. Alors, ils vous disent dans le nombre d'ionisations créées dans un gramme d'air, on a pris la charge, elle est créée, Hadi, 2,082 fois 10 puissance 9, elle est créée dans, euh, dans 1 centimètre cube d'air. 1 centimètre cube d'air. Et 1 centimètre cube d'air, il a une masse molaire, parce que la masse volumique de l'air, c'est 1,29. 1,29. On veut, ça veut dire que 1 gramme, si vous voulez, 1 gramme, il a une masse de 1,2 fois 93. 1,2 fois 93, ou 1,29 carrément. On veut calculer le nombre d'ionisations dans 1 gramme. 1 gramme. Qu'est-ce qu'on fait? On divise la charge totale qui existe dans 1 centimètre cube d'air, on va la diviser sur la masse volumique, et là, on a converti en grammes. Donc là, qu'est-ce que vous voulez? Vous divisez par la masse volumique, vous trouvez le nombre d'ionisations par gramme. 1 gramme. Le nombre d'ionisations dans 1 gramme. Donc, je ne sais pas si les choses sont claires pour vous ou non. Donc là, vous avez le nombre d'ionisations dans 1 gramme. Après ça, on va chercher la... Donc là, après ça, on va chercher le nombre... Donc ça, c'est le nombre d'ionisation dans 1 gramme. Vous avez l'énergie qu'il faut pour une paire d'ions dans l'air toujours. C'est 34 électronvolts. On a juste converti en joules. Et de joules, on est parti vers le R, parce qu'on a multiplié donc là par 10 puissance 7. Donc on a juste à convertir. Maintenant, l'énergie totale, c'est quoi? C'est le nombre de paires d'ions créées dans l'air, fois l'énergie qu'il faut pour une paire d'ions. Le nombre et l'énergie qu'il faut pour une paire d'ions. Donc là, quand vous multipliez, vous trouvez cette valeur, soit en joules, soit en heure. Bien sûr, de joules en heure, on va multiplier par 10 puissance 7. Maintenant, le radian, que vous voyez ici, donc là, vous avez, parce que le nombre, ce que vous avez utilisé ici en N, c'était le nombre d'ionisations par gramme. Maintenant, on veut le convertir en kilogrammes. Donc, la valeur que vous avez trouvée ici, ça c'est l'énergie, elle est l'énergie totale, mais par gramme, l'énergie totale par gramme. Là, on a vu en kilogrammes. Donc, il fallait multiplier par 10 puissance 3. Ce n'est pas par moins 3, mais par 3, parce que le gramme, il est en bas. D'accord? Donc, on multiplie par 10 moins 3, on va le faire monter, il devient 10 puissance 3. Donc, 1 radium est égal à 100 fois 10 puissance 3. Et là, vous avez la valeur de joule par kilogramme, au lieu de grammes, donc vous avez le joule par kilogramme. On sait que le joule par kilogramme, c'est le G, non? D'accord? Vous pouvez toujours l'avoir en air par gramme, c'est comme vous voulez. Alors là, on vous dit dans l'air, 1 röntgen, d'accord? 1 röntgen est égal à 87 fois 10 puissance moins 4 G. Bon, tout ça, après, c'est des calculs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une unité électrostatique, elle est égale à 2,089 fois 10 puissance 9 charge. Là, on a juste, je vous ai dit, on utilise la règle de 3. Donc, une fois on a trouvé les charges, on les a trouvées, pardon, donc unité d'électrostatique, ils existent dans 1 centimètre cube d'air, d'accord? Là, on veut calculer, donc on a 1 centimètre cube d'air, on sait que 1 centimètre cube d'air, c'est ça sa masse. La masse là, c'est pour ça qu'on a calculé le nombre, donc on a voulu calculer le nombre d'ionisations dans la masse, on trouve ça,
Maintenant, l'énergie totale, c'est n fois la masse qu'il faut pour ioniser une paire. Et tout le reste, c'est juste des calculs. On joue en R, on joue le Hertz quand vous voulez. Maintenant, l'orogène, parce que l'orogène, c'est quoi? C'est la quantité d'électricité dans un centimètre cube d'air. Donc, elle est la valeur que nous avons trouvée. On a juste converti les choses au kilogramme pour ne pas les garder en grammes. Et là, vous avez arogène. Alors, dans l'air, arogène, c'est 87 fois 10 puissance moins 4 gig. Donc, et dans les tissus mous, dans les tissus mous, généralement, c'est les tissus biologiques, hein. Donc, ça va faire un 90 newtons, on ne l'a pas calculé. Et là, vous avez toujours le G qui égale 1 joule par kilogramme. Donc, on revient vers l'exposition. Donc là, on revient vers l'exposition, hein. Exposition et vers le karma aussi. Donc là, vous voyez le karma a été joule par gramme. Et là, vous voyez, là, vous voyez aussi la même chose, vous voyez le joule par kilogramme. Donc l'orogène dans l'air, le aérogène, c'est 87 fois 10 puissance moins 4 G, ou bien 10 puissance moins 4 joules par kilogramme. Bon, je sais que les choses ne sont pas très claires pour l'origine, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, cette partie, elle sera éliminée du cours, parce que là, il vous faut un tableau blanc, et il faut surtout faire l'introduction concernant le Faraday et concernant l'unité électrostatique. Bon, comme on n'a pas le temps, il n'y a pas de possibilité de le faire, donc elle sera éliminée de ce chapitre, enfin de ce cours-là. Maintenant, maintenant, on va parler du transfert d'énergie dans le cas des particules chargées. Alors, les particules chargées sont totalement arrêtées dans la matière. On vous dit les particules chargées sont totalement arrêtées dans la matière au bout d'un trajet n'excédant pas quelques millimètres dans les tissus. Donc, ils ne vont pas pénétrer à l'intérieur. Leur énergie est donc entièrement absorbée dans un volume réduit. Leur énergie, elle est absorbée dans un volume réduit, qu'il est primordial de connaître en radiothérapie notamment, bien sûr. Alors, ils vous disent par ailleurs, on distingue deux types de radiations par des particules chargées. On a les radiations par une source externe, d'accord, et les radiations par une source interne. Dans le cas d'une source externe, la dose absorbée dépend de l'énergie, c'est-à-dire elle est externe du corps qu'on veut traiter. Elle est à l'extérieur du corps qu'on veut traiter. Corps qui contient la cellule cancéreuse, bien sûr. La source, elle est externe. On vous dit la dose absorbée dépend de l'énergie des particules et varie rapidement en fonction de la profondeur. Ces techniques sont donc employées pour traiter les tumeurs superficielles, qui sont généralement les tumeurs de la peau. Donc les sources externes, elles sont surtout utilisées pour les tumeurs superficielles, qui sont les tumeurs de la peau, et présentent l'avantage d'épargner les tissus sains. Parce que on peut bien fixer la tumeur. On la fixe très bien. On arrive avec la source externe, on peut fixer la tumeur sans toucher les tissus sains qui entourent bien sûr la tumeur. D'épargner les tissus sains plus profonds, étant donné le parcours limité des particules. D'accord? Donc on peut épargner les tissus sains entourant la particule, et bien sûr même les tissus sains qui sont profonds parce qu'ils ne vont pas être touchés. Là, ils vous disent les sources internes. Alors, la source interne, généralement, c'est des gélules qui sont avalées par le patient. Donc, ça, c'est vraiment interne du corps. Donc, on vous dit la source de rayonnement est introduite dans l'organisme. La dosimétrie in vivo est complexe et la dose délivrée dépend de plusieurs paramètres. Alors, quand on fait introduire la gélule, l'élément radioactif, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, donc là, il va éclater à l'intérieur du corps, et on vous dit son fonctionnement, si vous voulez, il est complexe, il dépend de certains paramètres. On vous dit alors, il dépend de plusieurs paramètres, autant physiques que biologiques. Alors, il dépend de la nature du radionuclide, type d'émetteur, spectre d'émission. Donc, il dépend du radionuclide, c'est-à-dire de l'élément utilisé, l'élément radioactif. Il dépend aussi de la nécessité de connaître au mieux la concentration radioactive, parce que quand c'est externe, c'est clair, mais quand c'est interne, c'est un peu délicat. Alors, ils vous disent au mieux la concentration radioactive dans les tissus concernés. Or, la distribution est généralement très hétérogène. Donc, on a déjà vu ça que la cellule cancéreuse, quand la source elle est interne, l'absorption des rayonnements n'est pas homogène. Elle est au contraire hétérogène. Alors, est généralement très hétérogène dans la source du fait du métabolisme tissulaire des molécules radioactives.
Donc là, il vous donne la raison pourquoi c'est hétérogène, du fait du métabolisme. Parce que quand la cellule elle est interne, on prend en considération le métabolisme tissulaire. Il faut le prendre en considération, le métabolisme tissulaire des molécules radioactives. Donc là, on vous dit la période TE, donc la période, c'est-à-dire la période de désintégration des éléments internes, enfin les éléments radioactifs quand ils sont à l'intérieur du corps. La période effective, on a déjà parlé de la période de désintégration, la T. Là, ça s'appelle la période effective, c'est-à-dire l'élément quand il est dans le corps humain, il a une période de désintégration. Parce qu'avec le temps, il va se désintégrer jusqu'à ce qu'on le perd carrément, qui tient compte du métabolisme de la molécule. Donc la période, elle dépend du métabolisme de la molécule radioactive, du métabolisme de la molécule radioactive que traduit la demi-vie biologique TB. Donc TB, c'est la période biologique qui représente le métabolisme. TB, c'est la période biologique qui représente le métabolisme. Donc là, la formule utilisée, la formule qu'on va utiliser, ça fait ça, ça fait 1 sur TE, vous voyez ici. Donc là, vous avez 1 sur TE. TE, c'est la période générale, si vous voulez. C'est la période générale. La période de quoi? La période de l'élément interne. Quand il est à l'intérieur du corps, avec le temps, il va se désintégrer, c'est-à-dire avec une certaine période. Ça peut être des mois, ça peut être des années. On ne va plus retrouver cet élément. On a déjà fait ça avant. On ne va plus retrouver, il va se désintégrer, il va se perdre. Il se casse en deux, après en deux, après en deux, jusqu'à ce qu'il le perd, jusqu'à ce qu'il il disparaît carrément. Donc, 1 sur TE, est égal à, bon, la sommation n'est pas directe. Vous remarquez très bien que la sommation n'est pas directe. 1 sur TE est égal à 1 sur T plus 1 sur TB. T, c'est la période physique. C'est la période de désintégration physique de l'élément radioactif. La période de désintégration physique de l'élément radioactif. Hadi TB, c'est la période biologique qui a un rapport avec le métabolisme. C'est la période biologique qui n'a pas de rapport avec le caractère, qui est indépendante, c'est-à-dire du caractère radioactif de l'élément. Elle est indépendante du caractère radioactif de l'élément. Je répète, elle est indépendante du caractère radioactif de l'élément. Elle ne dépend pas des caractéristiques chimiques de l'élément. Elle ne dépend pas des caractéristiques chimiques de l'élément. Je parle de la molécule, si on peut dire, mais on va dire de l'élément. Et T, c'est la période physique qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on a déjà parlé de T. Donc, il y a une période physique. TE, donc, si vous voulez, c'est la période générale. Donc, ça, c'est votre chapitre. J'espère qu'il est beaucoup plus clair pour vous. Je vais vous envoyer ce cours d'une façon plus simple. C'est-à-dire, j'ai essayé de le simplifier, que ce soit en formule ou en paragraphe. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, soit votre délégué, vous me les voyez par email si vous voulez, ou bien votre délégué peut me les envoyer, soit que vous les envoyez à votre chargé de TD, et là il va me les envoyer, sinon vous pouvez utiliser carrément mon email et vous me voyez vos questions. Donc ça c'est le cours. Bon, s'il y a une partie qui n'a pas été claire, vous pouvez toujours me demander pour vous l'éclaircir encore plus.